rebelote. Et normalement, Jean-Paul devait nous rejoindre si sa santé le permettait. J'espère qu'il est juste en retard. Le premier point, le procès verbal de la séance précédente. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non? À Michel? Oui. 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 Et oui. Le point de demande de permis d'urbanisation, modification de la voirie communale, rue du Vieux Chemin à Sarre-la-Ville. Marc, tu en dis un petit mot? Oui, voilà, donc il y a un projet immobilier au carrefour de Sarre, donc le carrefour qui est à l'Intermarché. Vous êtes en opposition, si vous venez de Bézitique, vous montez dans la rue du Vent, c'est le terrain qui est à droite et qui donne aussi sur le Vieux Chemin. Donc, voilà, donc on a mis en charge l'urbanisme pour cet aménagement, voilà, un aménagement des trottoirs en charge d'urbanisme, ainsi qu'un virage quand vous venez de moins dur et un dégagement de voitures qui rentrent dans la voiture. Si les voitures rentrent dans la rue du Vent, elles puissent tout de suite dégager la rue pour pouvoir monter dans les projets immobiliers qui sont là. Donc il y aura 2 maisons du talus, 3 à la rue du Vent et 3 à la rue du Vieux Chemin et 2 à la rue du Vent. Et même chose, trottoir dans les 50 au chemin de rue du Vent. Ce sont donc des charges d'urbanisme en collaboration avec la DGA. Des remarques ou des questions? À Michel? Oui. 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 Et oui. Le point 3, approbation du rapport final du Conseil en énergie. Marc? Voilà, comme chaque année, enfin, depuis 2011, nous adhérons à l'opération commune énergétique. Et comme chaque fois, le conseiller en énergie doit émettre un rapport que nous devons envoyer à la région sur les différentes actions qui ont été menées au sein de la commune. Donc des actions qui ont été menées au point de vue de la gestion des bâtiments communaux, avec un établissement des recherches d'un cadastre énergétique, la comptabilité énergétique, faire respecter les nouvelles normes dans le cadre des permis d'urbanisme, sensibiliser le personnel communal et aussi informer la population sur le grand public sur toutes les primes que l'on peut avoir en termes d'isolation, de photovoltaïque, de primes, voilà. Voilà, les actions ont été menées, mais au niveau de la commune, mais vous savez qu'on a fait la rénovation, on a aussi contesté la rénovation énergétique des appartements de Sarre, on a fait la mise en place du préfinancement du logement, on a fait des coupures d'électricité voilà, en symbiose avec Corrèze, organisation des achats coupés, donc on peut dire que les résultats sur 2022, la rénovation énergétique des appartements, c'est en cours. La coupure de l'éclairage public a permis d'économiser environ 20 000 kW, soit une diminution de production de 5,4 tonnes de CO2. Les économies d'énergie dans les bâtiments communaux ont, quant à eux, généré 15 tonnes d'économies. Voilà, on demande d'approuver justement le rapport de prix d'énergie et par la conseillère en énergie. Et on accueille Jean-Paul, et je m'excuse, j'ai oublié d'excuser Vincent Decoux, qui est souffrant et qui n'est pas parmi nous ce soir. Voilà, je vais en prendre. Oui, monsieur Wood. J'ai lu le rapport, et dans ce rapport, il y avait une action qui était lancée, c'était action défi génération 0 watt auprès des écoles, mais ça n'a pas rapporté. On a sollicité toutes les écoles pour faire ce défi génération watt, on a pu le corps professoral. Voilà. Et vous ne savez pas pourquoi Manque de temps, disons. Okay. Il y a autre chose qui est prévu peut-être avec les écoles? C'est relancé, hein? C'est relancé, mais pour l'année passée, donc pour 2022, pour des activités post-Covid, je pense qu'ils ont préféré se focaliser sur le retard qu'ils avaient accumulé durant les 2 années 2021 et 2022 plutôt que sur ce projet. Merci. Et Robin. Oui, alors à propos de la coupure d'éclairage public, j'ai vu qu'il y a eu un sondage, on va dire, un sondage officieux, on va dire, que tu avais demandé sur ta page Facebook. C'est pour savoir donc, si on continuait ou pas.
ou à quel rythme. Et c'est pour savoir si le collège a déjà pris une décision pour continuer. Et si vraiment le débat intéresse vraiment la population, pourquoi pas, je vais peut-être aller loin, peut-être penser à une petite consultation populaire pour voir ce que la population veut vraiment quant à la suite de la coupure d'électricité, de l'éclairage la nuit. Donc ce qu'on a décidé de défendre au niveau de la réunion chez Orez, c'est la coupure toute la semaine, mais en laissant éclairer le week-end. Ça permettrait de faire une économie de 39%, je crois, sur la totalité. La différence, c'est que, enfin, la pierre d'achoppement, c'est que Orez a besoin d'un peu plus de temps pour activer les choses, et donc la coupure totale nocturne de minuit à 5 heures est prévue jusqu'au 30 avril, c'est ça, Marc? Oui, jusqu'au 30 avril. On choisit 30 avril. 30 juin 20 juin, pardon. Et ça, parfait. Juste, je pense qu'ils ont demandé un statu quo, parce qu'en fait, les chiffres qui nous ont été donnés ont été basés sur le kilowattheure de 2021. Il y a eu une explosion en 2022 que tout le monde connaît. Et donc, en fait, eux, ils ont déjà acheté les 25% d'électricité en prix fixe. Et puis, le 75%, c'est celui de maintenant. Donc, la faute des ordinateurs, parce que c'est calculé toutes les heures. Donc, je pense que même, et donc, après, il y a là aussi la fameuse phase du dimming qui est sur les lampes. Donc, quand les lampes s'allument, les lumières sont fortes, elles s'allument plus fort, et vers 10 heures, voilà, c'est 50%, on ne se rend pas compte parce que l'œil s'accommode à ça. Et voilà, le problème de ça, c'est que si on allume et on éteint, surtout qu'on va vers la période estivale, et ça serait de rallumer 1 heure de 5 à 6 heures du matin, parce qu'à partir du 1er juillet jusqu'à, je ne sais plus la date, on va dire, le 1er septembre, et voilà, vu la durée jour-nuit, c'est pas très intéressant. Mais ils ont demandé un statu quo jusqu'au 30 juin pour pouvoir faire de meilleurs calculs et revenir vers nous, et alors on prendra la décision qui conviendra. Merci. D'autres questions? Anne-Michel? Oui. 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 Le point suivant, le point 4, chasse au trésor connecté Totémus, approbation de la convention avec la Maison du Tourisme du Brabant Wallon. Eric? Oui. Nous allons procéder à la création d'une chasse au trésor dans le cadre de Totémus, donc une chasse au trésor digitalisée qui va permettre tout d'abord de découvrir les pépites de notre patrimoine, qui va permettre aussi une itinérance entre nos territoires, qui permet de circuler, malgré toutes les retombées économiques au niveau des commerces locaux. Nous sommes dans les dernières villes et villages à adhérer à ce projet Totémus. Il y a déjà 111 villes et communes qui ont rejoint l'application, avec 300 000 participations sur des parcours différents. Les gens constituent en fait un groupe de communauté et ils partent de chasse en chasse, et donc dans la mesure où ils intègrent la chasse Totémus, eh bien les personnes qui ont déjà parcouru d'autres chasses Totémus vont venir voir celle de Liège, vont acquérir des totis pour arriver à un objectif final. Donc ça, c'est la mise en place. Alors, on va dire qu'il y a déjà une chasse au trésor à l'abbaye. Celle-ci est tout à fait différente, dans la mesure où celle-ci va plutôt mettre en exergue les points de patrimoine, les points de vue et des choses qui sont assez jolies dans nos villages. Donc, c'est un parcours entre 3 et 6 km, qui est balisé avec des points et des questions. Donc, on arrive, on branche son téléphone, on se géolocalise, et puis on avance, on arrive à des questions à répondre, à chercher. Tout sera balisé, tous les points seront balisés pour arriver à un point final. Voilà. Merci, Eric. Voilà. Des questions? Oui. Donc, je connais Totémus depuis l'année passée, donc c'est très chouette. J'ai déjà fait Genappe, Lannes, des beaux parcours à faire. Par contre, je vois que le GAL des 4 bras a également fait une demande Totémus. Est-ce qu'il n'y a pas double emploi avec le GAL des 4 bras? Moi, quand j'étais, il restait deux villages dans Brabant-Wallon, il restait Rami et Villers-Lamy. Ok, simplement vérifier Voilà. qu'il n'y ait pas double emploi avec le GAL. Depuis avant le GAL, sans doute, mais je ne suis pas au courant que le GAL. Voilà. En tout cas, nous sommes en route et le processus est Rami au point ici.
Anne-Michel. Oui. 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 Le rapport d'activité financier 2002 pour le plan de cohésion sociale. Eric, je te repasse la parole. Donc, l'approbation du rapport d'activité, nous avons un amendement qui est en train d'être mis en place, qui devait être en 2022 et qui, pour des raisons internes que vous comprendrez tous, n'a pas pu être mis en place. Il est donc en train de se mettre en place. Bien entendu, il va tenir compte de la crise sanitaire, mais une autre crise est venue se joindre, c'est la crise de l'énergie. Donc, nous allons devoir revoir un petit peu le contenu. Nous faisons ça en collaboration avec le panisme, Marc. Seconde fiche que nous avons abordée, la création d'un esprit de solidarité entre voisins, ce qui permet en fait d'aviser et de sortir les personnes de leur contexte de vie et de leur permettre de renouer et de rencontrer leurs voisins divers soirs. La destination est quand même de rassembler et de remettre en état une cohésion sociale et de renforcer les liens de cette cohésion sociale. Depuis 2021, grâce à un esprit voisin solidaire, une collaboration s'était déjà installée par un système de bénévolat. Donc, dans la crise sanitaire, le bénévolat, il y a plein de personnes qui sont venues demander. Ce bénévolat a débouché sur une entraide vis-à-vis des personnes fragilisées, si on peut dire. Et ce système de bénévolat a tellement bien marché que finalement, maintenant, il reste en place et il est organisé de lui-même. Donc, les gens ne passent plus par la cohésion sociale pour demander un service. Les gens ont lié vraiment à un dispositif de cohésion sociale. De plus, cette année, nous avons mis en place, dans la foulée de ceci, un réseau. On a organisé un système récurrent de repas et d'activités dans ce même esprit de cohésion sociale. Donc, on appelle un caractère solidaire. Vous allez voir un premier repas, on vient d'en faire un le passé. Suivra dans le même esprit une chasse aux œufs le jour de Pâques, suivra un autre repas, et d'autres activités qui ne sont pas uniquement des repas, mais qui auront pour vocation de consolider la cohésion sociale. La troisième fiche est une fiche sur le stress. Donc, par stress, on va dire, ce qu'il y a, c'est que nous avons organisé une conférence de coaching, overorganizing, qui permet aux personnes qui seraient un peu dépassées par les éléments et soumises à un stress pour l'organisation, de permettre à les aider à sortir de ce stress en proposant une forme de réorganisation. Dans ce programme 2023 qui suivra dans la même foulée une autre conférence dans le même esprit consécutif à la première, ainsi que des ateliers dans le cadre d'un stress un peu plus vécu personnellement, des ateliers cycles de parole, méditation, coaching personnel sont prévus, en tout cas dans la programmation 2023-2024. Suivront également une autre fiche avec les maladies, donc une série de conférences sont mises en place. Il y a eu une conférence en 2022 sur le perturbateur endocrinien qui sera suivie par la mise en place d'un atelier sur justement la sensibilisation aux perturbateurs endocriniens chez soi. Nous aurons une conférence sur la prévention des maladies cardiaques et cardiovasculaires. Nous aurons une conférence juste avant les vacances sur le dépistage des mélanomes avec un professeur spécialisé en la matière. Nous aurons au mois de septembre, probablement, la date est sur le point d'être arrêtée, une conférence sur le psoriasis. Le psoriasis, j'allais dire que tout le monde sait ce que c'est, mais il existe aujourd'hui, maintenant, on peut permettre à ces personnes qui pourraient être atteintes de psoriasis de vivre leur psoriasis différemment. Il y a moyen, par certains traitements, d'atténuer fortement et de leur permettre de sortir de ce carcan que constitue le psoriasis quand on en est malheureusement atteint. Et suivra ensuite une conférence sur le diabète et le diagnostic de celui-ci et le dépistage de celui-ci au moment de la journée du diabète. Donc c'est une série de conférences, il y en aura encore d'autres prévues ultérieurement. Nous
nous allons également soutenir tout ce qui est action, toutes les journées internationales et mondiales à différents niveaux. Tous ces soutiens de ces différentes journées mondiales, nous allons procéder à les faire connaître et à susciter l'intérêt au niveau de la population. Elles seront assorties soit d'une action pour certaines qui nous semble un peu plus, bon, en tout cas pour lesquelles on a un peu plus de choses à faire, ou alors tout simplement une information et une communication. Et je pense que toutes ces journées doivent être soulignées et mises en valeur. Dans le cadre, donc, c'est un peu une suite. Il y a eu, je vous ai dit, avec les voisins solidaires, il y a quand même eu aussi une fiche main de sur l'enquête à l'égard des personnes peu mobiles, parce qu'on peut être voisin solidaire, mais il y a aussi des personnes entre voisins, des personnes peu mobiles, avec des difficultés pour se rendre dans des commerces, pour se rendre à la clinique, pour se rendre à différents endroits. Bien qu'il existe déjà au niveau de la commune un peu plus, il y a quand même une solidarité entre les personnes et les bénévoles qui ont rendu service. Dans la même foulée que ce que j'ai dit précédemment, où les personnes qui ont créé des liens comme ça restent solidaires et il y a quelque chose qui s'organise de facto pour aider les personnes à se déplacer. La fiche suivante sera une fiche alimentation saine et équilibrée. Donc on ne va pas se permettre de faire des cours de cuisine, mais on souhaite avoir et sensibiliser les personnes au fait que manger sainement et de manière équilibrée est un facteur malgré tout important. Donc nous allons procéder à des fiches de recettes pour nous mettre dans les colis alimentaires. Dans ce programme 2023, nous aurons les enfants viennois pâtissiers, comme ils l'ont déjà fait à la fête de Noël. Nous retrouvons le couvert ici bientôt, donc les enfants, nous en avons 25 à Noël, les enfants ne pas très bien, mais en tout cas, les enfants vont venir faire un atelier gâteau, pâtisserie. Nous allons aussi prévoir une formation de cuisine pour réduire le gaspillage alimentaire au quotidien. Quelque part, cette semaine, pouvoir arriver à le moins de déchets possible. Et le moins de déchets possible, ça consiste aussi à récupérer ce qu'on a cuisiné trop, ou en tout cas ce qu'on a au frigo, ou qu'on a dans le jardin, et d'autres de l'utiliser. Nous avons aussi l'intention de faire un atelier de cuisine intergénérationnel, c'est-à-dire tout le monde au fourneau. Grands-parents, parents, enfants, quelles que soient les générations, on n'est pas obligé de venir 3 générations de la même famille, mais on pensait qu'il serait chouette de mélanger enfants, adultes et grands-parents. Et puis il y aura un ou l'autre atelier thématique à définir. Je terminerai par une fiche, la fiche Donnerie qui a été ouverte en mai 2022, qui rencontre à ce jour un succès, je pense que tout le monde peut dire qu'il est partagé. Nous sommes aujourd'hui à 542 affiliés et nous avons procédé à ce jour à 122 dons. Donc nous avons réceptionné 122 dons. Quand je dis 122 dons, ce n'est pas 122 verres, c'est des personnes qui amènent un sac, 2 sacs, un coffre. On a eu des remorques. Voilà. Mais voilà. Donc nous avons un certain succès à ce niveau-là. Cette donnerie fonctionne avec l'œuvre de 11 bénévoles qui assurent le fonctionnement, qui sont disponibles, je vais dire, à trouver. C'est très très agréable. Il y règne à ce jour un excellent climat. La vocation de cette donnerie a été et a toujours été et sera toujours de donner une seconde vie aux choses. Quand je dis seconde vie aux choses, ce n'est pas un arrêt fiscal où on vient chercher quelque chose discrètement. On apporte si on peut, on paye 1 euro une fois par an, et puis on vient à toutes les permanences, on vient à aucune permanence, on apporte, on reprend. Parfois les dons arrivent, ils sont triés, mais il y a des dons qui sont super bien faits. On n'a pas le temps de les mettre dans l'étagère, on retrouve derrière, c'est déjà pris, donc il y a ce climat, on est vraiment parvenu à avoir ce caractère secondaire. On a la chance de croiser des gens qui viennent se promener, parce que maintenant, vraiment, les gens viennent faire un petit tour à la donnerie, et on part avec un tiens, l'autre fois, j'y étais, il y a un jeune monsieur qui a dit, il vient de changer mes spots de mon salon, on est racheté des nouveaux, il a mis 2 spots super, voilà, je suis certain que ces spots n'ont pas duré une semaine. Voilà, donc la seconde vie, je vous l'ai dit.
activités ont lieu en 2022, le concours décoration fatale de Noël. Il a été peut-être un petit peu hésitant à démarrer. Pourquoi? Parce que face à cette crise énergétique qui se présentait, c'était un peu délicat de demander ou de dire aux personnes, allons-y, décorons nos maisons, allumons tous les stocks, cibles, imaginaires, toutes les petites lettres, bien que les lettres ne coûtent pas tant qu'on le dit, mais n'empêche que c'était pas mal venu. Donc on a choisi cette fois-ci de faire des décorations de façade. Nous reverrons, chemin faisant, cette année-ci, ce qui se passera pour avancer. La collecte donc a continué. Et alors, une chose de laquelle moi, je suis assez content, je pense que l'équipe aussi, c'est qu'on a souhaité, j'ai souhaité installer cette année-ci à Villers une fête de Noël. Une fête qui n'est pas un marché de Noël, parce que ça y en a, mais c'était simplement que les gens puissent se retrouver autour de quelque chose de magique. Un sapin qu'on allume, un brasero, des moments de fête, les chorales qui chantaient, et je trouve qu'on a eu un succès assez. Les personnes étaient assez heureuses d'être là. J'ai sans doute manqué de communication, je n'aurais pu communiquer plus. Mais c'est vrai que c'est un projet qui a démarré relativement tardivement, mais qui par contre s'est mis en place. Et j'essaie de le faire mieux cette année. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de. Merci Eric. Des questions? Oui. D'abord, merci pour la présentation. C'est agréable d'avoir comme ça tous les éléments qui sont expliqués, donc merci beaucoup. Ma petite question, mais je ne demande pas du tout que ce soit fait maintenant parce que ça peut prendre un peu de temps. Ce serait intéressant de voir toutes les actions, dans quelle mesure elles répondent ou pas, ou partiellement, au diagnostic, pour voir un peu où est-ce qu'on peut encore agir. Donc voilà, s'il y a moyen d'avoir... Mais c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas le faire maintenant, parce que voilà, c'est le genre de choses, il faut faire un tableau et ça ne sert à rien de l'improviser. Mais donc ce serait intéressant de peut-être une fois revenir avec ça vers les conseillers. Comme ça, on a une forme de bilan en plus de tout le cahier qui était présent. Voilà, merci beaucoup. D'autres questions? Anne-Michel? Oui. 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 Le point suivant concerne le marché de travaux en matière d'éclairage sur le renouvellement de l'adhésion à la centrale d'achat de RSA7 pour l'ensemble de ses besoins en matière de travaux d'éclairage public. Et ce pour une durée de 4 ans renouvelable à partir du 1er juin 2023. Je suppose que ça n'appelle pas de remarques. Michel? Oui. 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 Est-ce que je peux grouper les points 7 et 8? Oui. Oui. Moi j'aurais une question. J'aurais une question aussi bien pour l'un. Très bien, je vais d'abord les présenter. Donc il s'agit de travaux de construction d'un trottoir situé en terrain privé. Je ne vais pas citer le nom de propriétaire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. À la rue de l'Enfer à Villers-la-Ville. Les deux conventions se font à titre gratuit, de façon à ce que nous puissions terminer le trottoir au niveau de la rue de l'Enfer. Philippe, tu veux ajouter? En fait, tout simplement, il y a une imprécision au niveau des limites qu'on n'a pas su retrouver, et que ce soit la commune ou les propriétaires, nous sommes preneurs pour le trottoir. Donc ça veut dire que les propriétaires, si jamais on dépasse chez eux, on n'en est pas certain à 100%, sont d'accord de faire une session gratuite de toute cette partie où le trottoir est dessus. Ça veut dire qu'en signant ces conventions, on fait le trottoir, les propriétaires sont contents, ils ont le trottoir devant chez eux, on a un cheminement piéton qui sera complet jusqu'au centre de Mellerie en venant de Strichon. Donc c'est de win-win des deux côtés, ça nous évite des géomètres, des procédures, etc. tout simplement. Jean-Pierre, tu as une question? Je me réjouis qu'il y ait quand même des propriétaires qui ne stoppent pas des travaux qui en continuent. Mais dès lors, je me pose quand même une question, où est la logique dans tout ça? Quand je demande qu'on prolonge un trottoir à la rue des Savoyards, pour le bien des piétons également,
pour le bien des gens qui se baladent sur la route, là on me dit ah non, c'est pas possible, on ne peut pas, on ne fait pas. Voilà. Alors je me demande, dans tout ça, où est la logique? Là, il y a quand même des gens, enfin, deux propriétaires qui ont un peu plus de logique, je crois, que nous, à la commune. En se disant, ben, on ne va pas stopper un trottoir pour le bien des piétons, on va les continuer. Moi, depuis longtemps, je demande, et je demande que ce soit acté, ça, parce que ça fait longtemps que des riverains demandent qu'on prolonge ce trottoir à la rue des Savoyards. Non, ils sont obligés de se balader sur la route. Alors, j'ai encore vu ici, on a fait des accotements. On a fait des accotements à Rigenay. Il n'y a pas une seule maison. Tant mieux, parce que les gens peuvent ne plus marcher dans la boue ou sur les accotements qui sont boueux. On a fait la même chose à la rue des Savoyards. Alors, moi, je demande à la rue, ou les riverains le demandent, qu'on fasse un trottoir convenable, ou qu'on continue un trottoir qui a été entamé à la rue des Savoyards et que l'on le prolonge jusque chez des Copenans. Maintenant, si on ne veut pas le faire en dur, eh bien, qu'on le fasse comme on a fait à Rigenay ou comme on a fait à la rue, à la rue de Frame. Voilà. Je vais quand même donner une précision, Jean-Pierre. Je dis voilà. Pour prendre ta requête, ce n'est pas un problème. Mais je devrais quand même te dire que quand je suis à la rue de l'Enfer, je suis en zone d'habitat à caractère rural et pas en zone agricole, tout simplement. D'autres questions? Sur les deux points alors, Anne-Michel? Oui. 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 Oui, est-ce que je peux aussi couper les points 9 et 10? Parce que je voudrais encore ajouter ça. Là, on n'est pas propriétaire, on continue, tandis qu'à la rue des Savoyards, on est propriétaire de la commune. Et là, on ne veut rien faire. C'est ça. Je ne comprends pas la logique dans tout ça. On a entendu, Jean-Pierre, on a bien compris. Point 9 et 10, donc il s'agit de travaux de dévoiement d'un ruisseau canalisé et aussi la déviation d'un pertuis à la rue de Marbet à Villers-la-Ville. Philippe? En fait, c'est un des points les plus délicats d'innovation dans le centre de Villers-la-Ville. On a encore eu un très gros problème là en 2021, donc il faut savoir que nous avons plus ou moins un petit ruisseau souterrain qui est communal, qui passe en dessous de certaines maisons dont la boucherie est rare à cet endroit-là, et qui fait monter les eaux. En fait, quand la rivière, quand la Tigre monte lors d'orage, les eaux refoulent par ces tuyaux et inondent toutes les caves de ces maisons, avec des dégâts énormes. Donc, ici, ce que nous proposons, c'est de dévier ce pertuis qu'il ne soit plus en contact avec les caves. Donc on le dévie par l'arrière dans un terrain privé avec l'accord des propriétaires pour que les eaux publiques aillent directement à la rivière et que s'il y a un refoulement, ça ne s'est plus arrivé dans les caves des maisons. Donc c'est un peu le même principe qu'on avait utilisé à l'époque à la rue Anguille-Cums, où on est passé sur des terrains privés pour évacuer les eaux par des tuyaux au lieu d'inonder les maisons et que les eaux passent carrément dans les maisons. Les dégâts en 2021, je pense que c'était le 17-18 juillet, je ne sais plus. Enfin, à l'époque, on avait les très gros dégâts dans la région de Verrier, ont été quand même majeurs. Et ça a été notre plus gros point noir ce jour-là. Donc ici, en faisant, pourtant c'est des travaux qui ne font pas bon marché, mais je pense qu'il faut les faire, on va probablement limiter pour les 3-4 maisons qui sont là, qu'elles soient inondées, tout simplement. Des questions? Sur les deux points alors, Michel? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, entretien extraordinaire des voiries 2023. Donc il s'agit de procéder au raclage pause en ce qui concerne le chemin Batidoire, c'est-à-dire depuis la rue des Savoyards jusqu'à l'entrée du nouveau cimetière, au niveau de la rue de Conjoint de la rue Catalogne, donc de la station d'Ats jusqu'à la limite communale en allant vers Brie, et enfin la rue des Vieilles Voies entre le carrefour et la rue Adjudant Cums jusqu'à la limite d'agglomération. Philippe, tu veux ajouter un point?
En fait, ce sont des rues où le tarmac se dégrade méchamment, où on ne sait plus utiliser un entretien de schlam parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, donc on devient trop haut par rapport aux bordures. Donc un raclage pause s'impose, si je peux me permettre. Et en fait, ça nous évite, en intervenant comme ça, un raclage pause, c'était 25 € avant, je vous dis maintenant c'est 30-35. Si je laisse traîner ça encore 5-6 ans, on aura tout le fond de coffre à changer, on sera entre 80 et 100 € du mètre carré. Donc ici, avec un raclage pause, on est reparti pour 15 ou 20 ans, avec peut-être un ou deux petits entretiens en chemin. Et pour les montants, on est entre 43 pour les 3 travaux, le moins cher est à 43 000 € TVAC et le plus cher est à un peu moins de 50 000 € TVAC. Question Anne-Michel? Oui. 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 Le point suivant, le marché, la délégation des pouvoirs du conseil communal au collège. Donc ça, il s'agit de l'adaptation des nouveaux seuils d'égalité. C'est-à-dire que on augmente les compétences du collège pour des montants de marché ou de concession jusqu'à 30 000 € hors TVA. À la directrice générale, pour le budget ordinaire, des montants inférieurs à 5 000 € hors TVA, et aussi à la directrice générale des montants au niveau du budget extraordinaire pour des montants inférieurs à 2 500 € hors TVA. Il s'agit simplement de l'adaptation des seuils tels que prévus par la loi et publié d'ailleurs dans le mouvement communal de février. Pas de remarques, pas de questions? Pour les communes de moins de 15 000 habitants. Pour les communes de moins de 15 000 habitants. Oui, on ne va pas parler pour les communes de plus de 15 000, on n'y est pas donc. Exactement. Anne-Michel? Oui. 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 Je suppose qu'il n'y a pas de question sur l'ouverture d'une demi-classe à l'école de Villers-Silly pour l'implantation de Tilly. Anne-Michel? Oui. 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 Et puis nous en venons au point 14, le point complémentaire déposé par, je vais dire Pierre Route, puisque ça vient de sa boîte mail. Je ne sais pas. Tout à fait. Donc je ne vais pas lire ma note de synthèse, hein, vous l'avez tous reçue, et je crois qu'en termes de biodiversité, vous connaissez très bien, vous savez très bien l'utilité des haies que l'on plante. Il y a la région qui offre déjà des subsides jusqu'à 80% du montant des frais encourus lors des plantations de haies. Et donc le but ici de la motion, c'était de demander si la commune de Villers ne pourrait pas compléter un petit peu ce montant-là, pas seulement le montant, donc soit le montant, soit par une aide logistique auprès des privés qui accepteraient de placer 20 mètres, 50 mètres ou 100 mètres de haies. On sait très bien que l'entretien des haies, c'est un frein, et je crois que Cédric et les agriculteurs peuvent le dire, on en a parlé il n'y a pas très longtemps non plus. C'est un frein à la plantation, parce que l'entretien est lourd, et il y a malgré tout la région wallonne a trouvé une société qui maintenant permet, avec une dizaine de machines, de faire ces entretiens-là et de valoriser le fruit de la taille. Donc ce serait une aide logistique et ou financière, mais plutôt logistique parce que ça, c'est pas important. Lorsque la haie est en bordure de voirie communale. Julie? Merci Pierre pour la synthèse. Je vais sans doute un peu plus longue dans notre réponse. Donc évidemment, le collège partage le même constat que vous sur l'importance de la biodiversité. La biodiversité, c'est notamment les haies et c'est aussi tout un panel d'actions sur lequel la commune est déjà active.
et sur lesquels on a bien envie de continuer. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on avait remis une fiche importante dans le GAL 2024-2028 sur la biodiversité, avec notamment l'installation de labels dans les jardins, la création d'un réseau de guides jardins ouverts, jardins verts, jardins biodivers, un peu dans le même esprit que les guides, que les agents, enfin les guides composteurs. Dans le même esprit, donc ces personnes suivraient une formation et après feraient partager leur expérience auprès des citoyens et ainsi de suite pour créer un effet d'émulation. On avait aussi dans cette fiche l'intégration de la biodiversité dans les espaces publics, les ouvrages d'art, les bâtiments communaux, et on avait travaillé aussi avec les partenaires privés tels que les golfs qui sont souvent demandeurs de ce genre d'installation et qui tissent un large réseau vert sur notre commune. On avait, toujours dans cette fiche du GAL, l'intention de créer des vergers conservatoires avec un pâturage, de créer des zones de refuge et nourricières pour la faune agricole. Cette fiche était en collaboration avec la province, la Tagora, Yes We Plant, évidemment le Contrat Rivière, la SBL Diversifruit et les autres communes. Mais c'est que le GAL doit faire des choix dans les fiches à retenir et que cette fiche n'a pas été retenue. On ne s'est pas découragé pour autant et grâce au travail entrepris par Philippe, Charles et la CLDR dans le cadre de l'élaboration du PCDR, sur les 42 projets qui sont émis dans le PCDR, 2 projets, les points 9 et les points 10, sont aussi attrait à la biodiversité. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de reprendre ce projet qu'on avait émis pour le GAL dans le PCDR. À cela, donc à cette volonté globale avec un projet réfléchi et plus large que uniquement les haies pour la biodiversité, s'ajoute aussi l'action de la province. La province donne aussi des aides pour les particuliers qui veulent installer des haies. D'ailleurs, l'appel à candidature vient d'être lancé cette semaine. Donc, il distribue des haies champêtres ou fleuries aux citoyens, aux ASBL, aux entreprises. C'est un projet couvert à 100%. Donc, les haies sont données à 100%, donc plus que les 80% de la région. Et également, dans la province qui a fait du maillage écologique l'un de ses projets phares pour cette législature, aux endroits où il y a un trou dans le maillage écologique qu'ils ont établi, ils avancent eux-mêmes la plantation de haies directement et se font rembourser après par la région. Enfin bref, tout ça c'est des détails techniques, mais c'est pour éviter aux particuliers chez lesquels ils viennent planter de devoir avancer l'argent et eux le font eux-mêmes. Donc la région est active de ce côté-là, la province aussi et la commune aussi. Donc comme tu l'as dit, la région octroie 80% déjà des plans. Et donc, ces différentes pistes, actions, plans et partenariats vont permettre de continuer activement notre action en faveur de la biodiversité sans pour autant octroyer une prime communale. Pourquoi? Nous, on n'est pas tellement pour une prime communale. À travers toutes nos politiques, c'est très rare qu'on donne des primes, parce que ça impose donc un budget complémentaire, une charge administrative complémentaire, une vue peu globale, un contrôle, et particulièrement dans ce cas. Il faut faire des visites sur place, la visite quelques années plus tard, pour voir si les plans sont toujours là. Donc, l'aide régionale et l'aide provinciale sont déjà des réels soutiens en particulier. Et on estime que les particuliers qui souhaitent planter une haie peuvent avoir donc des soutiens tels que je viens d'expliquer, qui sont des réels soutiens, 100% la province, 80% la région, et qu'il faut quand même un minimum de motivation quand on plante une haie. Parce que bientôt, on viendra aussi du coup nettoyer les panneaux solaires, ou acheter des baskets aux gens qui veulent faire du sport, etc. Il faut quand même un minimum d'implication du citoyen dans son projet d'installer une haie. Je trouve aussi que le point que vous déposez comme ça, à la va-vite, fait un peu abstraction de tous les impératifs et les règles strictes nécessaires à la bonne gestion de la commune. Aucun chiffre n'est repris dans votre proposition.
Quel est le nombre minimum d'arbres sera-t-il nécessaire pour justifier une haie? La distribution, ce sera fait par famille ou par personne? Vous demandez à l'administration d'établir un règlement pour cette distribution. Donc, avez-vous estimé le temps nécessaire à l'administration pour faire ce règlement? Quel maximum fixez-vous pour une longueur de haie? 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres? Si nous mettons 1 000 € au budget et que cela fait plaisir à 10 personnes, parce qu'on leur donnerait par exemple 100 €, c'est quand même un peu réduit comme action pour 1 000 €. Pour 10 personnes, ça ne va pas faire avancer la biodiversité dans le sens où on l'espère tous. Ça va rester vraiment que une petite goutte d'eau dans l'océan. Le budget sera alors vite dépassé. Avez-vous prévu un renfort pour le service comptabilité qui doit assurer le suivi des factures, un renfort pour le service environnement qui ira faire la vérification des plans, la plantation à bonne distance réglementaire des voisins, la gestion des conventions avec les particuliers qui recevraient donc de l'argent public pour embellir un terrain privé? Comment assurer la pérennité de ces plantations sur plusieurs décennies? Avez-vous estimé le nombre de demandes par an pour évaluer le travail qui va en découler? Avez-vous estimé le nombre d'heures passées pour le règlement, comme je le disais déjà tout à l'heure? En plus, ce n'est pas très social comme politique. Vous allez juste aider les propriétaires, et particulièrement les propriétaires qui ont des jardins. On ne va pas planter une haie sur la terrasse d'un balcon, donc je trouve ça un peu réducteur aussi comme spectre et comme action. Enfin, au niveau de la plantation de haies, il était question de... vous vous souvenez de la piste cyclable à la sortie de la chaussée de Sardamavine, en allant vers le domaine 1815. Il y a toujours la piste cyclable qui est arrêtée là et qui est le long d'une voirie régionale. Donc, lors des réunions avec la région, il était prévu de planter une haie sur le trottoir de droite, donc de gauche, en remontant vers les Iti, pour compenser les quelques platanes qui étaient à abattre pour créer la piste cyclable. Ça aurait pu faire directement 3 km de haies facilement pour augmenter les haies, notamment à cet endroit-là. Et cette solution, cette compensation a été refusée par la région. Donc, je trouve que venir après demander aux communes d'une fois de plus ajouter la main au portefeuille, alors qu'il y a déjà des portefeuilles bien ouverts pour ce type d'action, que la ministre Tellier réussisse à appliquer sa politique au lieu de venir se décharger chez nous, parce qu'elle remarque que son compteur de kilomètres de haies souhaités sur Yes We Plant n'évolue pas comme elle le souhaite. Enfin, vous avez eu la réunion avec le groupe PCDR, avec les agriculteurs. C'était peut-être l'occasion d'en parler aussi à ce moment-là. Et là, vous n'avez rien dit. Pourquoi vous n'en profitez pas d'avoir tout ce public qui est là à ce moment-là pour leur en parler? J'entends bien que votre motion vise tous les publics confondus, les particuliers, les agriculteurs, les associations, les écoles, etc. Mais c'était quand même une partie de votre cible qui était à portée de main, même. Là, c'est plus facile de déposer un point comme ça, sans aucune vision, au conseil communal, plutôt que d'en parler directement avec les acteurs de terrain. Merci pour votre attention. Julie Jacob, si je peux, je dois répondre à 2-3 commentaires. Donc je crois que ce règlement n'existe pas évidemment, donc il faut le construire, et le budget n'est pas là non plus, donc c'est pas pour cette année évidemment, c'est clair. Et dans la proposition qu'on a défendue, il n'y a pas que l'argent, et il n'y a pas que l'argent de la commune qui compte, il y a aussi l'aide logistique. Et c'est surtout pour cette partie-là qu'il aurait été utile, je pense, que la commune dise oui, qu'on aille dans ce sens-là pour qu'on puisse aider les particuliers qui ont envie de faire le pas de mettre une haie, pour qu'on puisse les aider à simplement entretenir une fois tous les 3 ans ou une fois tous les 5 ans. Ouais. J'entends bien que visiblement c'est long de votre côté. Donc je n'ai pas réponse à toutes les questions que tu te poses non plus, parce que forcément, ce que je voulais savoir d'abord, c'est est-ce que oui ou non vous étiez ouvert à une telle proposition, et ensuite, si c'était oui, on pouvait y travailler. Donc voilà, il n'y a pas que l'argent, hein, évidemment. Et je crois que j'ai joint également le règlement de la ville de Gembloux, qui est très complet et qui donne une base d'écriture pour un nouveau règlement si on veut en faire un. Maintenant, c'est vrai,
Il n'y a pas beaucoup de communes qui font ça. Voilà. Oui, mais comme d'habitude, je pourrais sembler surprise, mais non, pas vraiment. Donc voilà, Pierre a déjà dit la question, il y avait, donc, pour repréciser notre proposition, donc on proposait que le Conseil décide de mettre en place un dispositif d'aide et de support financier et ou logistique afin de favoriser la création de haies et de vergers sur des terrains privés, de charger l'administration en effet de rédiger un règlement communal qui détermine les bénéficiaires de la mesure ainsi que les modalités et conditions pour obtenir l'aide financière et ou logistique. Donc évidemment, le but de ce point-là est bien évidemment de vous donner toute latitude. Le point a été rédigé pour vous donner toute latitude, et justement parce que si on vient avec quelque chose de très cadenassé, vous allez nous dire non, ça c'est pas le budget qu'on pouvait mettre, ça on n'a pas les moyens, et donc en anticipant ce genre de choses, on avait décidé de vous laisser une latitude très large dans la décision. C'était plutôt l'engagement en fait de soutenir qui comptait là. Le point 3, de charger l'administration de soumettre au Conseil communal le règlement encadrant le dispositif avant la fin de l'année 2023. Pourquoi avant la fin de l'année 2023? Parce que le point 4, c'était prévoir au budget 2024 les fonds nécessaires pour financer la mesure. Donc, je reprécise pour que tout le monde sache bien de quoi on parle. Alors, j'entends bien ta grille d'analyse, Julie, que je trouve très intéressante. Et d'ailleurs, je pense qu'on va la reprendre pour analyser vos projets. On va bien rigoler. Je pense que ça nous promet des conseils assez longs, mais avec pas tellement de réponses, parce que je trouve ça quand même assez moyen de venir nous demander des choses. On devrait prévoir budget, le nombre de personnes, tout ça, alors que vous savez très bien que si on vient à quelque chose de tout ficelé, vous allez quand même le refuser. Donc voilà, ça n'a pas de sens. Et en plus, nous, on n'a pas l'administration pour présenter les points. On en a déjà parlé. Nous, on ne peut pas charger l'administration, nous, comme ça. Je ne peux pas passer la porte et venir et dire « montrez-moi le budget, voilà combien on peut dégager là, etc. » Ça, on ne peut pas faire, en fait, nous. C'est vous qui pouvez le faire. Donc, notre proposition, c'était d'avancer vers là. Maintenant, on a compris, et je suis tout à fait d'accord, la région fait déjà des choses, la province fait déjà des choses. Maintenant, je pense que tout le monde est plus ou moins conscient qu'il y a un problème par rapport à la biodiversité, il y a un problème par rapport au dérèglement climatique, ça devient urgent. Le rapport du GIEC qui est sorti encore juste ici hier souligne l'importance que les politiques s'engagent fermement, rapidement, dans toutes les mesures, à la fois d'atténuation, d'adaptation, et donc ça, typiquement, les haies, c'est un peu les deux, mais en termes d'adaptation du territoire, c'est très important. Je suis tout à fait d'accord aussi que le GAL s'est saisi aussi de ça. Maintenant, le GAL, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas encore reconduit, hein, donc normalement, on espère qu'il devrait, mais ce n'est pas encore une certitude. Et la CLDR, évidemment, se préoccupe de ça, et c'est bien, si le GAL et la CLDR s'en préoccupent, c'est bien parce que c'est terriblement important, parce qu'une politique communale, aujourd'hui, ne peut plus laisser de côté ça. Et c'est vrai que nous, l'idée là, c'était d'aller plus loin, et notamment, et tu l'as plus ou moins souligné entre les lignes, oui, c'est sûr qu'un des publics cibles de cette mesure, c'est clair, c'est les agriculteurs et les terrains agricoles. Maintenant, pour répondre à ta question, pourquoi ne pas en parler là? Mais parce que ce n'est pas l'endroit, en fait. Il y a une conférence, une discussion avec les agriculteurs. Nous, on ne va pas venir dire « Ah, on va déposer une motion dans quelques jours ». Voilà, c'est pas le lieu. Donc, à ce moment-là, oui, moi, en tous les cas, et je pense que Pierre a eu la même attitude, eh ben, je les ai écoutés. Voilà, je les ai écoutés, j'ai entendu ce qu'ils disaient, et notamment sur la question de l'entretien des haies, que c'était compliqué. Voilà. Je demande à préciser une seule chose. Quand on demande un soutien logistique de la commune chez du privé, moi je veux bien, mais c'est tout simplement illégal. On m'a déjà ennuyé plusieurs fois pour des problèmes de ce genre-là. Moi je n'ai pas le droit d'aller faire travailler des ouvriers dans l'intérêt d'un privé sur une propriété privée. Mon directeur financier va me tomber dessus. Je suis désolé. D'autres remarques? Non? Michel.
Non. Non. Oui. 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 Oui, mais sur quoi est-ce qu'on s'est prononcé maintenant? Donc, vous n'acceptez pas de soutenir même des initiatives privées pour les haies et ainsi de suite. C'est ça qu'on demande ici. C'est un soutien. On a voté non à la proposition qui est faite par le groupe écolo. Tout à fait. Le groupe écolo, moi je vois soutien à la plantation de haies, création de vergers dans la commune de Villers-Saville. Donc ceux qui plantent des haies chez eux, ceux qui ont planté, je connais des agriculteurs qui ont planté des centaines d'arbres chez eux, et c'est magnifique, c'est très bien, et je me réjouis d'être beaucoup plus vieux pour voir tous ces arbres en fleurs, ainsi de suite, ça va être splendide. Donc ça, vous ne le soutenez pas. Non. Pour les justificatifs que Julie a fait. Oui, c'est non à la motion et non. Non. Moi, je ne comprends plus rien. Alors. Oui, en effet, c'est non à la motion d'écolo, mais c'est pas non à la biodiversité. Je pense que j'ai été assez longue pour expliquer que la commune avait des projets d'envergure dans ce secteur-là et qu'il y avait déjà d'autres instances publiques qui étaient actives dans ce sens-là. Et donc, c'est pas non, on veut pas de haies, on veut un désert à Villers-Saville, c'est pas ça. C'est non à la motion. Mais je ne dis pas qu'il y a une motion ici. Je ne dis pas qu'il y a une motion. Je lis qu'il y a un soutien pour les plantations et pour des vergers. Alors, après 40 années de conseil communal, je vais t'expliquer simplement que quand il y a un point qui est déposé, on vote sur la proposition, la délibération qui est fournie. Tout à fait. Oui, Delphine. Je suis ravie d'entendre que quand on dit non à quelque chose, c'est pas être contre, par exemple ici, la biodiversité, parce que nous, quand on dit non à quelque chose, on est contre vraiment le projet initial, alors que c'est pas forcément sur ça qu'on est contre les choses. Mais je suis contente de l'entendre. Non, mais tout à fait, mais dans le propos aussi, parfois, c'est de dire de ne pas soutenir entièrement, complètement un dossier. Ah oui, voilà, mais c'est ce que nous disons aussi, mais nous, on se fait souvent critiquer en disant qu'on ne soutient pas quelque chose. Quand on soutient un dossier, on vote pour. Mais tu n'as pas vu qu'il y a une bolchevisation du Hébert qui ne soutient pas l'initiative privée au nom de l'intérêt public, comme ils ont dit. Hein. On doit soutenir tout le monde, on ne peut pas laisser les privés qui ont des jardins. On a des bolcheviks en face de nous, hein. On ne soutient plus le privé au nom du public. Hein. Voilà. Et quand on parle de communes fleuries, ça fait partie... Jean-Pierre, le point il est voté, il est clôturé. Donc deux solutions. Soit tu votes une question parce que l'ordre du jour en séance publique est clôturé, donc je t'écoute si tu as une question par ailleurs. Quand on parle de commune fleurie, c'est la même chose. Les haies, ça fait partie de la commune fleurie. Hein. Moi, quand j'étais échevin, j'ai planté des haies, elles sont toujours là d'ailleurs. Et je me réjouis qu'on les entretienne bien convenablement. Mais ça fait partie de ce soutien-là qu'on demande. Jean-Pierre, je peux répondre à ta question, tu as tout à fait raison, et c'est l'une des actions actuelles de la commune en matière de biodiversité. Et il y a d'ailleurs des prairies fleuries qui vont être réensemencées en 2023. Et donc c'est une des actions. Donc voilà. D'autres questions? Les questions d'actualité ou... Oui. Je reste sur les haies, mais c'est au hasard, je vous le promets. Il y a eu un peu d'émoi sur les réseaux sociaux par rapport au chemin 32, où il y a une haie qui a été rasée, enfin mise à blanc, quoi. Et donc, je voulais juste demander si vous savez exactement ce qui s'est passé. Voilà. Où est la... Parce que le chemin 32, ça ne me dit rien jusqu'ici. Bon. Le chemin 32, c'est où? Je ne saurais pas dire exactement où il est. Moi, je relais la question, donc voilà. Je ne pourrais pas faire le dessin. Donc, je demande juste, par rapport à ce qui s'est passé là, si vous savez, en fait, ce qui s'est passé. Alors, comment est-ce qu'on entretient un taillis? Comment est-ce qu'on régénère un taillis? Eh bien, simplement par une mise à blanc. Et donc, la haie en question, que je visualise pas très bien, mais je pense voir où c'est. Oui, c'est un taillis. Enfin, ça revient au même. De toute façon, il y a deux éléments. La première, c'est que de manière totalement régulière, ces taillis, ces pousses naturelles et sauvages qui se font, pour soit
on les laisse envahir la voirie, mais la voie publique doit quand même être accessible, les terrains des riverains également, et qu'à un moment donné, la mise à blanc est totalement nécessaire de façon à la régénérer. Je vous fiche mon billet que dans quelques semaines, vous allez voir que tout va repousser à grand renfort. Là où ça aurait été scandaleux, c'est si on l'avait fait après le 1er avril, parce que là, les nidifications commencent. Mais jusque maintenant, les taillis, c'est toujours comme ça que ça s'entretient, et c'est toujours comme ça que ça s'est entretenu de manière intelligente par tous les anciens que nous avons connus. Donc ça crée l'émoi, mais sans raison, parce que ça permet justement de régénérer la pousse. Par exemple, c'était rempli, ce chemin 32, si je vois bien lequel, c'était rempli de noisetiers. Et le noisetier, comment est-ce qu'on fait pour justement lui permettre de se régénérer, de repousser, de refaire des rejets? Ben, c'est en le payant en ras. Ça. Robin. Alors, petite polémique d'il y a 2 semaines. Il y avait eu la réception des nouveaux habitants. Il y a eu la réception des nouveaux habitants il y a 2 semaines plus ou moins. Et ce qui se passe, c'est que certains élus EPV du conseil communal, pas du CPS, n'ont pas reçu leur convocation sur leur adresse officielle. Notre adresse officielle, c'est celle qu'on avait donnée au début de la mandature, qui est notre adresse privée. Sur le site de la commune, c'est notre adresse privée. Et ce qui se passe, c'est que oui, dans l'adresse Villers-la-Ville, apparemment on l'aurait reçu, mais nous, l'adresse qu'on utilise, notre adresse officielle, c'est l'adresse privée qu'on a donnée. Et donc, on n'a pas reçu cette convocation. Si c'est possible qu'à l'avenir, on la reçoive. Ou alors, même comme on fait pour les dinosaures, les recevoir par courrier directement, ça peut être même plus facile. Alors, je vais simplement rappeler que l'adresse conseiller@villers-la-ville.be était une de vos demandes. Oui, oui. Et c'est la loi. Et donc, oui, on l'a fournie. Attends, alors, non seulement c'est une de vos demandes, et il faut quand même savoir que ces adresses mail, la commune paye pour les utiliser. Donc, vous nous demandez pour les avoir, on paye pour les mettre en œuvre, à un moment donné, il faut quand même que vous les suiviez et que vous les activiez. Et ça vaut... Et là, le constat, il est le même pour la majorité et pour l'opposition. C'est vrai que pour la majorité, les informations passent de manière plus facile parce qu'on se voit et qu'on se rencontre très très régulièrement. Ça, je suis d'accord. Mais les adresses mail ont été envoyées de la même manière. Je prends l'exemple de Martine. Martine n'avait pas non plus reçu parce qu'elle ne l'a pas activé son adresse mail. Donc, il n'y a pas que la majorité, enfin, il n'y a pas que l'opposition, il y a aussi dans la majorité ce genre de choses. Mais, alors, de 2 choses l'une, soit tout le monde me dit, et moi je ne demande pas mieux, hein, tout le monde me dit, sur décision, maintenant je ne veux plus de cette adresse mail, ça fera faire des économies à la commune, et on s'adressera à l'adresse que vous avez renseignée. Ça, j'ai pas de souci. Mais à un moment donné, voilà, il faut savoir un peu ce qu'on veut. Et donc, la facilité, et ça, oui, ça je vais prendre la défense de l'administration. Eux, ils ont les adresses avec les adresses des conseillers, et donc ils les envoient à celle-là. Alors, il faut changer, j'entends bien. Bon. Mais si vous me demandez tous de le supprimer, tout de suite, hein, dans le jour. J'avoue que moi, j'y vais jamais. Mais comment ça se fait alors que tout le reste, on reçoit sur nos adresses Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de services qui ont toujours gardé l'ancien bloc conseillers communaux ou ce genre de choses. Mais quand il y a des adaptations qui sont faites, à ce moment, enfin, quand il y a des services qui utilisent pour une nouvelle actualisation ou une adaptation, en plus, je pense que et ça j'ai déjà eu l'expérience vis-à-vis de mails que j'ai envoyés à certains conseillers communaux, la première adresse qui est donnée par Outlook, c'est l'adresse conseiller@villers-la-ville.be. Ça va, je serai attentive. Mais il y a aussi quelque chose qui... Personne n'est obligé d'avoir un ordinateur. Hein. Et ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils font? Mais alors pourquoi est-ce qu'on demande une adresse mail alors, personne, ni la loi, n'oblige d'avoir un ordinateur. Hein. À mon idée, le courrier, ça existe toujours. Hein. Pourquoi alors 2 fois 2 poids 2 mesures? Quand c'est les noces d'or, vous envoyez un courrier. Pour d'autres, vous inaugurez quelque chose, on envoie un courrier. Et ça, c'est autre chose. Écoute, je pense à un moment donné qu'il faut vivre avec son temps. Maintenant, je suis bien d'accord et
je suis suffisamment entouré des personnes âgées chez moi pour savoir que les adresses mail, ça ne fonctionne pas. Va expliquer ça à ma mère de 87 ans, elle ne sait même pas ce que c'est, on est bien d'accord. En attendant, c'est un moyen de communication avec lequel aujourd'hui on travaille tous. Est-ce que tout le monde autour de la table a une adresse mail? J'ai envie de dire oui, et j'ai même envie de dire qu'à fortiori, tout le monde ici autour de la table en a au moins deux. Son adresse privée qu'on a donnée au départ, plus cette adresse conseiller@diversaville.be. Maintenant, de nouveau, je réitère, si vous me dites que c'est OK, qu'on peut les supprimer et qu'on passe, on revient au système précédent, je suis le premier à vous dire avec plaisir. Mais je veux que ce soit une décision de chacune et chacun autour de la table pour dire oui, on la bat. Delphine, tu préfères garder cette adresse ou pas? Donc, tu préfères qu'on la supprime ou qu'on ne la supprime pas? Qu'on la supprime. Attends, avec le micro, comme ça, au moins... Qu'on la supprime. Monsieur Wout. Moi, j'ai eu un problème de connexion, donc j'en avais parlé à Séverine et je dois aller voir le service informatique. Oui, mais ça ne répond pas à la question. Donc, moi, je préférais qu'on la supprime et que je garde mon adresse privée. Très bien. Madame Elabassi. Moi, ça m'est égal, je suivrai la majorité. Non, voilà, j'y ai accès, j'y vais, j'y ai pas accès, j'y vais pas, c'est tout, c'est pas... Pour moi, on peut la supprimer. Moi, j'ai une adresse mail, on m'envoie ça là-dessus, j'ai pas besoin. J'ai jamais demandé, ça. Non, j'ai jamais demandé. Tu assistes au conseil communal comme... Et maintenant, je l'ai fait, et je ne l'ai pas fait moi-même. Je vais dire que c'est quelqu'un chez moi qui l'a fait, et il a eu un mal de chien pour le faire. Parce que c'est pas évident. Robin. Eh ben moi, allez, on va essayer de jouer le jeu. Allez, je vais essayer d'aller plus dessus. On va voir. Donc on va tous la garder pour toi. Franchement, ça dépend, mais moi je veux bien essayer. Donc on va tous la garder pour toi. Parce qu'en fait, moi, ce qui se passait, c'est que j'arrivais pas pendant un moment à me connecter. Ah, mais donc, on va tous la garder pour toi. Donc. Ah, mais on peut la supprimer si vous voulez. Ok. Voilà, si vous voulez. Bon, ben voilà. Véronique, tu avais un avis? Donc tu veux dire que je fais chier pour rien, mais bon. Non, mais... Je n'utilise pas. Pardon? Je n'utilise pas. Donc, voilà. Donc on va la garder pour Robin. Donc on va tous la garder pour Robin. Robin, tu peux encore changer d'avis. Allez, change d'avis, c'est bon, on peut supprimer. Donc, c'est OK pour tout le monde, la majorité aussi. On supprime cette adresse à Villers-la-Ville, conseiller@villers-la-ville.be, ça simplifiera la vie de tout le monde et des services aussi. Séverine, est-ce que c'est pas mis dans le ROI? Je pense que c'est mis dans le ROI. Ça veut dire que normalement une adresse spécifique Villers-la-Ville était donnée. Ça veut dire qu'on ne respectait pas le ROI. Maintenant on le respecte, on n'utilise pas le mail. Modifions le ROI. Souviens-toi, si on a créé ces adresses, c'était déjà ta demande parce que tu avais signalé que c'était prévu au niveau du ROI et au niveau du CDLD. Maintenant, je pense qu'il faut agir avec bon sens et que si personne ne s'en sert et que c'est plus source de méprise que d'efficacité, alors supprimons l'adresse. Et modifions le ROI pour ne plus obliger dans le ROI. Si on est tous d'accord. Je me demande si on peut supprimer le ROI, parce que si c'est prévu dans le Code de la démocratie locale, le ROI est conforme. Maintenant, si on est tous d'accord pour dire qu'on ne l'utilise pas, ben voilà. Oui, mais le problème c'est que le ROI est soumis à tutelle et que donc nous on va envoyer le ROI sans avoir prévu d'adresse et que la tutelle va nous dire mais vous devez prévoir une adresse. Mais par contre, je pense qu'on peut fonctionner gentiment et que si personne ne se sert de cette adresse, on la supprime. Enfin, si vous voulez. Si tout le monde est d'accord? Ok. Autre question? Oui. Oui, moi je voulais juste revenir sur une question que j'avais posée, je pense qu'il y a 2 conseils par rapport aux ILA, donc aux initiatives locales d'accueil, par rapport aux demandeurs d'asile. Le fédéral avait activé vers les communes une demande et j'avais posé la question et vous m'aviez répondu qu'il fallait que les services analysent la possibilité, ce que le fédéral voulait exactement, et voilà, est-ce que c'était possible ou pas. Donc il y a déjà une ILA ici, mais de créer éventuellement une deuxième, et donc et de répondre à la demande du fédéral. Donc,
Et comme le fédéral réactive à nouveau cette possibilité-là, cette demande-là, mais je voulais savoir si l'analyse a été faite et s'il y a une décision qui a été prise à ce sujet. Eh bien, je ne saurais pas vous répondre parce que celui qui avait la réponse c'était Vincent Decoux parce que l'ILA était géré par le CPS et donc malheureusement je ne veux pas m'avancer pour dire une bêtise à sa place. Au revoir. Alors, on m'a fait remonter qu'il y a maintenant des élagages, dont ici un peu derrière dans les bois communaux. Et en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va faire de tout le bois qui est coupé, etc. Qu'est-ce que la commune en fait? Parce que des fois, il y a quand même pas mal qui est coupé. Et donc voilà, juste simple question, qu'est-ce qu'on fait de tous ces restes? Décidément, c'est la journée des haies et des arbres. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait de tous ces restes. Pour le moment, à ma connaissance, en tout cas, il est ramené au devoirie. Et franchement, la question ne s'est pas encore posée. Je sais que tout ce qui est petit taillis, en tout cas, est broyé. Pour le reste, je n'ai aucune idée. Il est stocké pour l'instant et on va le laisser. On verra bien. On peut encore tailler sur place. Ok, oui. Voilà, donc je ne sais pas très bien. Et il y a un élagueur maintenant à la commune? Oui. C'est ça. Oui, oui. Oui. Oui, c'est ma dernière question, je crois. Donc en fait, il y a, je pense qu'on est tous au courant qu'il y a un décret wallon relatif à l'extension de la publicité active dans les pouvoirs locaux qui a été voté il y a quelques mois et qui, pour notre commune, entrera en vigueur le 1er octobre, si je ne m'abuse, et je sais que l'administration travaille dessus. Et donc, c'était pour voir si on pouvait avoir une petite information sur où on en est et si on sera au point pour le 1er octobre. On sera parfaitement au point pour le 1er octobre, avec grand plaisir. Et on en est où alors Parce qu'il y a plusieurs pans, il y a l'accessibilité, je pense que c'est 5 jours avant, pour les citoyens au projet de délibération. Il y a aussi l'aspect numérisation pour les conseillers. Et donc voilà, vers quoi on va et où on en est dans la mise en place du projet. Je peux répondre à ça. On a avancé et on va travailler avec IMIO. Il y a des libres et tout ça, et d'ailleurs l'ensemble du personnel communal au niveau administratif évidemment, avec une formation le 28 mars, donc c'est mardi prochain je pense. Au niveau de chez IMIO, ils considèrent qu'il faut aller 2 ou 3 mois pour que ça soit plus ou moins sur les rails. Après les conseillers seront informés, et donc on espère être dans les temps pour le 1er octobre. Je pense que ça devrait aller. En tout cas, c'est ce que le conseiller de chez IMIO nous a dit. Il avait l'air confiant, donc soyons-le. Voilà, on fait ce qu'il faut progressivement. Super, merci. Robin. Et alors, dernière question aussi. Je l'avais déjà posée il y a bien une année, puisque j'ai l'honneur d'être le seul mandataire de l'opposition à avoir une motion votée en 4 ans. C'était cette fameuse motion sur le territoire de la mémoire. J'avais déjà demandé il y a bien une année où on en était dans le suivi du dossier. Et j'aimerais savoir si l'affiliation est terminée et quand on pourra avoir enfin le bénéfice de cette affiliation. Tu vois, quand il y a une bonne motion, on la vote. Hein. Nous les avons rencontrés, ils sont venus, donc l'affiliation est faite et on a des propositions, donc on devrait regarder pour la prochaine année scolaire pour pouvoir, il y a le fameux musée allié de voir la mémoire. On a toute une série d'activités qu'on pouvait faire là-bas. C'est pas spécialement ma matière, mais je suis un passionné de cette belle on a déjà séparé. Et donc, on va mettre ça tout doucement en place, mais je pense qu'il faut quand même un minimum de temps pour bien le faire. Et donc, moi, je verrais bien ça pour la prochaine année scolaire. Allez, surtout, bon, il ne faut pas envoyer des petits de première ou deuxième primaire, mais des gosses de 6e primaire, aller là-bas voir ce que c'est. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Comme ce n'est pas directement pour la commune, je suis convaincu que des théoriciens ou des gens qui ont 17-18 ans doivent au moins voir un camp, que ce soit Dachau, Auschwitz, Buchenwald ou même Brandung, pour savoir ce que l'homme est capable de faire. Je pense que les jeunes générations ne le savent pas. Moi, j'ai fait 2 fois Auschwitz, j'ai fait 3 fois Dachau. Chaque fois que je rentre dans ces endroits, j'ai la chair de poule. Et je pense qu'il faut, le devoir de mémoire doit rester avec nous. Je partage ça. Oh, je sais bien, je suis prof d'histoire avec des rétos. C'est assez urgent de former les jeunes sur ces questions-là. Voilà. Oui, je pense que
le prof que tu es doit le vivre tous les jours. Oui, ça va. Oui. Bah, quand on place l'Allemagne sur les Pays-Bas, on voit déjà qu'il y a un problème, quoi. Voilà, donc, si on doit parler des camps, on est loin. Ok. D'autres voilà. Non, mais je vais lever la séance publique. Là, alors, vous remerciez chacune et chacun pour votre présence. Vous souhaitez un bon retour. Et alors, un chef d'étalement, c'est un chandelier. Soyez prudents sur les votes.